Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons analyser une semaine absolument critique pour l'Ukraine. Une semaine où tout semble s'accélérer simultanément et où les événements s'enchaînent dans un effet domino dévastateur. Que s'est-il passé exactement? Ce qui m'a le plus marqué en examinant ces documents, c'est que tout commence non pas sur le front militaire, mais au cœur même de Kiev, avec un événement qui a véritablement tout changé. L'attaque de drones sur le Parlement, Exactement. Nous parlons d'une frappe d'une précision chirurgicale, non pas contre une caserne ou un dépôt de munitions, mais directement sur le quartier parlementaire. C'est le symbole même de l'État qui est visé, et c'est précisément ce point de départ qui est crucial. parce que ce que nous allons essayer de démêler aujourd'hui, c'est comment cette seule attaque à Kiev déclenche une réaction en chaîne, un véritable effet domino. Développé, Elle provoque une crise politique interne qui elle-même vient nourrir des tensions diplomatiques majeures, notamment à Budapest. Ces tensions fragilisent ensuite un espoir de cessez-le-feu négocié à Washington, tout cela pendant qu'un drame humain se joue sur le front de l'Est. tout est lié. Tout est lié, et l'objectif est de comprendre comment l'Ukraine se retrouve prise dans cet étau géopolitique. Un étau, c'est le mot juste. D'un côté, la pression militaire russe, de l'autre, des alliances qui commencent à se fissurer. Alors déroulons le fil. Commençons par ce chaos à Kiev. Quel a été l'impact immédiat de cette frappe? Les sources sont très claires. L'impact a été immédiat. Pas seulement des dégâts matériels, mais un véritable sentiment de panique généralisée. Comment cela s'est-il manifesté concrètement? On parle d'habitants qui se réfugient en masse dans le métro, d'une administration municipale qui pendant plusieurs heures semble avoir perdu le contrôle. Les documents évoquent même un véritable vide du pouvoir. Et c'est là le point essentiel. Ce n'est pas tant l'explosion physique que son effet psychologique. C'est la première fois que la question devient si réelle. Pour la toute première fois, de manière aussi concrète, la question de la continuité de l'État s'est posée publiquement. Ce n'était plus un scénario théorique dans un bunker. C'était une réalité. Et la preuve de cela, c'est que l'idée de déplacer une partie du travail législatif hors de la capitale, peut-être à Odessa, est passée des plans d'urgence secrets à une discussion ouverte au sein même du Parlement. Cela signifie que les parlementaires eux-mêmes, en plein Kiev, se disaient « Nous ne sommes plus en sécurité ici, il faut un plan B ». C'est exactement cela. C'est un aveu que le cœur du pouvoir est devenu vulnérable. Et c'est là qu'intervient le grand paradoxe de cette histoire. Lequel? Au moment où la capitale est en plein chaos, où l'on parle d'évacuer le Parlement, le président Zelensky n'est pas là. Il n'est pas à Kiev. Non. Les documents nous indiquent qu'il est à des centaines de kilomètres de là, en Europe, et pas pour une simple visite protocolaire. Il est en train d'ouvrir un autre front. Un front peut-être tout aussi dangereux à ce moment-là, le front diplomatique. Et apparemment, il n'y est pas allé avec des gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment ces interventions sont-elles décrites? Les rapports de réunion à huis clos décrivent ces interventions comme inhabituellement frontales, c'est le terme qui revient constamment. Frontales. C'est-à-dire? En substance, il aurait exigé que l'Ukraine soit traitée dans les faits comme si elle était déjà membre de plein droit de l'Union européenne, pas comme une candidate, mais comme un membre actif avec tout ce que cela implique. Accès aux fonds, participation aux décisions, intégration des marchés. Le tout alors que le processus formel d'adhésion n'en est qu'à ses tout débuts, J'imagine que cela a dû jeter un froid. un froid glacial. Et ce malaise a trouvé son expression la plus virulente à Budapest. Viktor Orban. Oui, le Premier ministre hongrois a réagi publiquement avec une fermeté qu'on voit rarement dans les cercles diplomatiques européens. Il a qualifié la posture ukrainienne d'inacceptable politiquement. Et il ne s'est pas arrêté à cette critique de la forme. Non, il est même allé plus loin. Il a accusé Bruxelles d'arrière-pensée politique. C'est-à-dire? Il a accusé Bruxelles de vouloir intégrer l'Ukraine non pas par solidarité, mais pour la transformer en une nouvelle zone d'influence politique, une charge d'une violence extrême. Et la conséquence a été immédiate et brutale. Nous arrivons à ce fameux sommet de l'UE. Quelles conséquences radicales? Lors du sommet, la Hongrie a opposé son veto sur les conclusions communes. Un seul pays, une seule voix contre, et tout le document final tombe à l'eau. Cela expose une vulnérabilité énorme dans la stratégie de Kiev. C'est une attaque directe au principe d'unanimité, et le message d'Orban était sans équivoque, résumé par une phrase rapportée par plusieurs sources. Laquelle?
Sans Budapest, l'Ukraine ne doit même pas rêver d'une adhésion à l'UE. C'est un veto clair, net et public. Le parcours européen de Kiev vient de heurter un mur. Un mur érigé non pas à Moscou mais à Budapest, c'est une fissure béante qui s'ouvre en Europe. Et pendant que les alliés se déchirent, un autre événement totalement inattendu se produit. Oui, un rebondissement diplomatique si l'on veut. Cela vient cette fois de Washington et de Moscou. Alors que tout le monde regarde Bruxelles, qu'apprenons-nous? Plusieurs sources diplomatiques concordantes font état d'un accord de principe très discret entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Quel type d'accord? L'idée était simple, un cessez-le-feu provisoire de 30 jours. Mais attention, un cessez-le-feu ciblé, ce n'était pas un arrêt total des combats. Beaucoup plus spécifique. L'accord portait quasi exclusivement sur l'arrêt des frappes contre les infrastructures énergétiques des deux côtés. Donc plus de missiles sur les centrales ukrainiennes et plus de drones sur les raffineries russes. L'idée était de faire baisser la tension d'un cran. Et le fait le plus remarquable, c'est que les sources indiquent que le président Zelensky aurait donné son accord verbal à cette initiative. Donc, pendant un très court instant, une fenêtre s'ouvre. Une pause, un répit. On imagine que dans les chancelleries, tout le monde a retenu son souffle. Un souffle très court, j'imagine? Parce que cet espoir, si on peut l'appeler ainsi, n'a même pas duré 24 heures. Que s'est-il passé? Moins de 24 heures plus tard, l'Ukraine lance une nouvelle vague massive d'attaques de drones contre des cibles stratégiques en Russie. La liste est très précise. Oui, des dépôts pétroliers, des stations-service. On parle même d'un immense entrepôt de carburant dans la région de Krasnoïarsk en Sibérie. Un incendie gigantesque, visible depuis l'espace. Et pour Moscou, la lecture est immédiate et sans appel. C'est une rupture de l'accord. Le ministère russe des Affaires étrangères a parlé d'une trahison de l'esprit du cessez-le-feu. Les sources russes ajoutent même que des sites de stockage de missiles de croisière, Kaksent 1, ont été touchés. Et l'irritation n'est pas venue que de Moscou, si j'ai bien compris? Non. C'est cela qui est peut-être le plus important. Cet événement a provoqué une irritation massive à Bruxelles et dans d'autres capitales occidentales. Pourquoi? Du point de vue de certains diplomates, cela ressemblait à un sabotage délibéré d'une porte de sortie. La question qui a commencé à circuler, quelle est la cohérence de la stratégie ukrainienne? Surtout dans un contexte de fatigue de la guerre qui devient de plus en plus palpable. Cette fatigue est un point clé. Le soutien n'est plus un chèque en blanc. Et cette fatigue est forcément aggravée par ce qui se passe sur le terrain, loin des jeux diplomatiques. Oui. Les sources décrivent une situation militaire dans l'Est, vers Kupiansk et Kharkiv, comme étant absolument dramatique. Le mot est faible. On parle d'attaques d'artillerie d'une intensité exceptionnelle et de pertes humaines qui se comptent en milliers de tués ou blessés en quelques jours. Mais le plus choquant dans les rapports, ce n'est pas tant l'intensité des combats. Non, c'est la désorganisation du commandement. C'est-à-dire, De nombreuses unités sur le terrain n'auraient tout simplement pas reçu d'instructions tactiques claires, pas d'ordre précis. À la place, un terme revenait sans cesse dans les communications. lequel? Mobilité libre. Mobilité libre. Cela sonne presque positif. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour un soldat sur le terrain? Dans le jargon militaire, c'est souvent un euphémisme terrifiant. C'est interprété par beaucoup comme un abandon tacite de position. En gros, débrouillez-vous. Donc pas de plan de repli, pas de soutien logistique, rien. C'est un ordre de sauve-qui-peut déguisé. Les sources parlent de soldats se cachant dans les forêts, sans ravitaillement, sans ordre. Des scènes qui rappellent les souvenirs terribles de Bakhmout et d'Avdiivka. Ces batailles où des milliers de soldats auraient été sacrifiés, parfois pour maintenir un récit politique, celui d'une résistance inébranlable. Et c'est exactement la question cruciale que soulèvent les analystes dans nos sources. Laquelle? Cette escalade, ces sacrifices, servant-ils encore des objectifs stratégiques clairs? Ou bien, et c'est une hypothèse terrible, visant-ils principalement à envoyer un message aux alliés? Un message qui dirait regardez, nous nous battons jusqu'au bout, nous avons besoin de plus d'armes, de plus d'argent, ne nous abandonnez pas. Précisément. La crainte sous-jacente, c'est que toute accalmie, tout repli stratégique puisse être interprété par l'Occident comme une raison de réduire son soutien. La pression est donc double, celle de l'ennemi en face et celle de ses propres alliés dans son dos. C'est absolument vertigineux si on met tout cela bout à bout, l'attaque sur Kiev, la fracture avec la Hongrie, le cessez-le-feu avorté et ce drame sur le front. Le tableau d'ensemble est bien celui d'un étau qui se resserre. D'un côté, la pression militaire russe qui ne faiblit pas,
De l'autre, un consensus politique occidental qui s'effrite de manière visible. La Hongrie est la voix la plus forte, mais elle n'est pas seule. Les sources mentionnent aussi la Slovaquie, l'Autriche et d'autres pays qui expriment en privé des doutes de plus en plus profonds. La fatigue de la guerre a donc atteint les plus hauts cercles décisionnels. La question qui est posée maintenant, c'est celle du but stratégique final. Quel est le plan? Et surtout, y a-t-il un plan réaliste? Surtout quand les gains territoriaux sont minimes depuis des mois, alors que les pertes sont colossales. Et c'est là que le dilemme de Kiev devient presque insoluble. Pourquoi? D'un côté, il y a cette nécessité de démontrer constamment sa capacité d'action, de frapper fort pour prouver à la Russie qu'elle ne cédera pas et pour prouver à ses soutiens que leur aide est efficace. Et de l'autre? De l'autre, la pression de ces mêmes alliés pour éviter les escalades qui pourraient saboter de futures négociations, surtout avec un acteur comme Donald Trump qui pourrait vouloir discuter directement avec Moscou en contournant tout le monde. Ce qui ressort de cette analyse finalement, c'est que le conflit est entré dans une phase incroyablement complexe. Les récits simples du début, le bien contre le mal, ne suffisent plus à décrire la réalité. Plus du tout. Les décisions qui vont déterminer l'avenir ne se prennent plus seulement sur le champ de bataille, mais au cœur d'un jeu de pouvoir mouvant entre Kiev, Bruxelles, Washington et Moscou. C'est un jeu à quatre, au minimum. Absolument. Et la conclusion de ces documents nous laisse avec une réflexion fondamentale. Laquelle? Face à cet enchevêtrement de pression, de dépendance et d'intérêts divergents, quelle est la marge de manœuvre réelle dont dispose une nation pour déterminer sa propre trajectoire? Et la question qui en découle et qui est peut-être la plus importante, quel est le coût militaire, politique et finalement humain de la tentative de préserver cette autonomie contre vent et marée? C'est sur cette interrogation que nous laisse notre analyse d'aujourd'hui. Voilà qui conclut notre décryptage. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.